Alright, guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien, le pitmaster de l'entêté. Un de mes collègues de travail, sérieusement, que je suis très fier qu'on a reçu aujourd'hui. Il va nous parler de tout son train de vie, ses compétitions, nos passions à travers la viande. Encore une fois, par de viande locale. Ça va être merveilleux. Écoutez ça, les boys. Yes, puis on veut remercier nos commanditaires sans qui ça ne serait jamais possible. Le Balthazar, rassembler, célébrer, 3 succursales pour vous servir. On a succursale de Laval, le Centropolis, la place, je sais pas. Je sais pas quoi dire tellement qu'il y a, tu sais. Puis, Brossard au 10-30 et Faubourg à Boisbriand. Écoute, il y a plein d'événements, les après-ski qui s'en viennent, qui sont comme là, pour vous, là. Puis, sinon, Vroom Simulation à Brossard, ça va? Ça va, ça continue aussi. Simulation à Brossard, puis et c'est ça, tu veux te prendre pour Max Verstappen, vas-y, man, essaye ça, c'est malade, puis tu peux aller prendre une bière en haut, tu sais, c'est comme meilleur des deux mondes, man. Meilleur des deux mondes, quand l'impression qu'ils font des chandails, vous voulez faire des chandails pour n'importe quoi, man. N'importe quoi. On veut des G-strings. Yes! Un autre qui embarque dans ma communauté. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à Avant-Garde pour les bières. Puis un gros merci à la production Click. Bonjour, monsieur Jean-Sébastien. Salut. Comment ça va? Super. Bon matin. C'est exactement ça. Bienvenue au deuxième service. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Ben écoute, ça me fait très plaisir. Collègue de travail, en plus. Mon autre travail. Ouais, il fait longtemps qu'il avait hâte, lui. Là. De quoi? T'avais hâte à... Ben oui, enfin, tu sais, d'avoir une chose aussi, d'avoir un petit changement aussi pour tout le monde. Puis un collègue de travail aussi que j'adore qu'est-ce que tu fais aussi. Fait que c'est pour ça que je serais content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. Sûr? Jean-Sébastien, en fait, est le... comment on appelle ça? Un maître fumeur? Moi, j'aime mieux... J'appelle tout le temps, moi, le fumeur. Tu sais, ça paraît tellement mal, le fumeur. J'aime mieux pitmaster, mais... Ah oui, ça serait bon, mais ça, mettons ton vrai en français. Ça serait maître de la fosse, fait que maître fumeur est pas mal plus approprié. Maître quoi? Ben, si je fais la traduction sur Google, oui, non, mais non, mais c'est un maître de la fosse, fait que ça paraît... ouais, c'est ça. J'aime mieux maître fumeur rendu là. Mais tu sais que t'es dans le monde parce qu'après, maintenant, je vais t'appeler le maître de la fosse. Ouais, mais t'aurais jamais dit ça, tu le sais très bien. Mais c'est ça. Jess, les traductions, c'est pas son fort. Non, c'est ça. Moi, je le dis bien, c'est pas pareil. Fait que c'est ça serait quoi? Maître fumeur, on pourrait dire ça? On pourrait dire maître fumeur. Okay, parce que la dernière fois, je cherchais, je suis comme Chris, c'est ouais, mais notre fumeur va venir. Notre fumeur, c'est quoi notre fumeur, tu sais? C'est ça. Ça peut être assez large, ouais, effectivement. Non, c'est ça. Fait que, donc, c'est ça. Jean-Sébastien, maintenant, rendu à temps plein, je pense, maintenant. Ça va faire 3 ans. 3 ans à temps plein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis, ça a commencé de où, tout ça? Ça a commencé au début, parce que toi, c'est nouvellement là, que tu es dans la restauration. C'est ça, ça fait 3 ans et demi que je suis en restauration. Ça va faire 3 ans et demi que je suis en restauration. Je suis un ancien technicien automobile. Okay. J'ai fait 24 ans de mécanique automobile. J'ai commencé très jeune, 13 ans, laver les outils à mon père pendant qu'il faisait de la mécanique dans le garage. Puis 14 ans, j'ai commencé à faire des changements d'huile, des pneus. Puis les clients tripaient pas trop, là, voir un petit jeune gosser sur le auto. J'ai été beaucoup surveillé, regardé. Les clients restaient très proches de moi. Mais non, ils ont pris confiance. Puis j'ai continué là-dedans là, jusqu'à l'âge de quoi, 37 environ. Là. Okay. J'ai été, dans le fond, j'ai travaillé. Mon père, il y avait un garage de mécanique. Après une couple d'années, je suis tombé copropriétaire. Okay. Il m'a délégué des parts, j'ai racheté des parts et tout ça. Puis j'ai roulé un bout comme ça. J'aimais bien ça. Puis j'ai eu bien des événements qui s'est passé un peu dans ma vie. Puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis tanné, j'avais fait le tour. Mon père, il voulait prendre sa retraite. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait avec le garage, si je continuais ou on vendait. J'ai pris un 6 mois de réflexion. Ben oui, c'est important aussi. J'ai pris bien du temps parce que l'entreprise familiale ne veut pas que mon père a bâti. Là, c'était une entreprise, c'était quelque chose de bien. Oui. Mais en même temps, je me levais un peu de reculons à tous les matins. Là. Je commençais à être tanné du métier. Là, puis c'était beaucoup de charges. Une petite entreprise familiale, on était 2 employés avec mon père. C'est un garage qui roulait énormément. Je faisais beaucoup d'heures. En plus, OK. Je faisais beaucoup d'heures. Puis aussi avec la saison des pneus, on faisait un peu de tout. Fait que t'as beau prendre l'expérience là-dedans. On va tout le temps faire la même affaire. Quand tu es dans un concessionnaire,
salaire, c'est différent un peu. Là. Tu prends tes grades, puis à un moment donné, il y a des petits jobs que tu veux moins faire, que tu n'as plus besoin de faire. Là. Mais là, vu que c'est à toi, puis c'est généraliste. Ben, c'est ça. Tu restes à faire de tout le temps. Pareil, là. Fait qu'on était rendu à faire un 5-6 mois de pneus par année. Là. Je commence à. Bon, c'est sûr que j'avais redondant un petit peu, j'imagine. J'avais fait le tour un peu. Tous les chums mécano, quand c'est la saison des pneus, là, ils sont en crise après. Ils ont hâte en estime, mais quand c'est une palette maintenant dans les poches, eux autres, en tabarouette, en tout cas. Ouais. J'aimais faire des plus gros jobs, faire des moteurs, des affaires de même. Ben On avait de moins en moins aussi, là. C'était quelque chose qui est de moins en moins fréquent, là. Fait que c'était plus de la petite entretien, là. Fait ça, du fast moving, là, des breaks, des tires, des affaires comme ça, là. Fait que des changements d'huile. Fait que je me suis tanné un peu de ça. Quand on a vendu l'entreprise, je voulais prendre un 6 mois sabbatique, dans le fond. J'avais plusieurs options, vendre des outils, aller en construction ou la restauration, c'était pas vraiment dans mes plans, non, je te dirais. Ça devait pas. À moins que tu faisais un genre de Fast and Furious, en arrière, il y avait son garage, puis il y avait juste un demi-baril à ouvrir en arrière. Ben ça aurait été un garage de rêve. Ben ouais. Non, c'est ça, là. Ben oui. C'est le bord de la mer. Un style de fast OK, là, c'est beau, là. Oui. Fait que j'étais allé manger au restaurant. Justement, je sais pas si tu as nommé le restaurant où on travaille présentement. Oui. L'entêté microbrasserie. Je connaissais un peu le propriétaire par rapport à ce que ma conjointe avait travaillé avec une de ses ex, tout ça. Puis on s'est mis en contact. On a jasé un peu quand je suis allé manger. On a jasé un peu, puis jasé un peu. On a jasé 1h30 de temps. Il y avait un fumoir de 20 pieds, puis il cherchait quelqu'un pour l'opérer. Il y avait celui qu'on a en ce moment-là. Celui qu'on a en ce moment. Okay. Celui qu'on voit en ce moment. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je vais essayer. Fait que je suis rentré en début novembre. On a commencé à faire des tests. 2 semaines après, on a commencé à mettre du stock sur le menu. Moi, je voulais peaufiner un peu plus les choses. Oh, ouais, mais là, c'était comme ça sortait, puis il y avait de la demande pour ça. Monsieur l'adducteur. Ouais, ça va vite, pas mal. L'entêté, c'est bien dit. Mais avant de faire ça, t'avais-tu déjà fait du fumoir puis de la cuisine? Oui, ça faisait une quinzaine d'années que je faisais du fumoir. Okay. Mais si j'étais un foodie, j'étais un amateur de bouffe depuis que je suis petit. Je faisais de la pâtisserie quand j'étais petit. J'ai commencé J'ai opéré le barbecue assez vite. Mon père avait moins de patience. Il checkait un peu moins les cuissons. Moi, ça me fascinait un peu. Fait que j'ai pogné le relais, les pinces à barbecue. Puis c'est moi qui faisais pas mal la bouffe à la maison. Après ça, quand j'ai rencontré ma blonde qui cuisinait pas du tout, on est tombé en appartement. C'est moi qui faisais la bouffe tout le temps. Okay. Elle m'attendait le soir là, pour préparer le souper, ouais. Ça a changé un peu avec les enfants, mais en tout cas, c'était le même. Les pneus, elle la mangeait pas. Elle mangeait très tard. Oui, mais je pourrais aller à 9-10 heures, puis elle avait pas mangé. C'est ça. Ouais. Attendez, oui. Fait qu'est-ce qu'on mange là? Oh, really? C'est assez simple. Mais l'apprentissage de smoke, parce que, tu sais, on parle pas... Oui, on parle de... Parce que, tu sais, mettons, du smoke, le pitmaster, tout ça, on parle pas de faire de flamme vive non plus. Là, on parle vraiment de smoke. Fait qu'il y a une différence entre de la grille pis ça, littéralement. C'est venu plus tard. Ça, c'est venu, moi, c'est ça. C'est venu plus tard. J'étais assez intense quand je tripe sur de quoi. Puis ça a commencé avec un petit fumoir. J'ai regardé des vidéos à côté. J'avais des livres de Steven Raichlen. J'étais assez intense. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches à la base. J'ai commencé à faire créer des affaires. Après ça, je me suis acheté un deuxième fumoir. J'ai un de mes chums qui est bouché, dans le fond, à l'entrepôt des viandes à Saint-Léonard. Okay. Jean Roch. Puis son partner, Sébastien Proux, qu'eux autres faisaient de la compétition. Fait qu'il y a une année, j'avais une certaine curiosité par rapport à ça. Fait qu'il y a une année, il y avait une compétition à la Nodière. J'étais allé les voir. J'étais allé voir un peu comment ça se passait, les compétitions, tout. Puis j'ai trippé ben raide. J'ai pogné à piqûre. L'année d'après, je me suis acheté un autre fumoir. Puis j'ai commencé à en faire. Tu t'es rendu à 4 fumoirs, là, à la date que j'ai je suis rendu à 12, mais en tout cas. OK, il faut vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est intense. C'était une grosse guerre à la maison présentement. Je peux plus en acheter. Il faut que j'en vende 2 si je veux en racheter un. Puis j'ai de la misère. On va finir avec les gros customs des États-Unis. Là, j'ai un peu toutes les sortes. Ben, c'est ça, quand je commençais en compétition, j'avais ce qu'on appelle des WSM de Weber. C'est des genres de kettle allongé. Ça ressemble à un R2D2. Super bonne machine pour fumer de la viande. Ouais. Mais là, tu sais, avec le temps, j'ai commencé à faire de la compétition. J'ai fait de la compétition amateur. Donc, j'en faisais 4-5 dans l'année. Moi, j'étais tout seul. Souvent, c'est des équipes. Les gars sont 3-4. 4-5 compétitions par année. Tabarnak, quand même. Pas arrêté. Parce que la saison est assez courte. C'est ça. Puis les compétitions amateurs, c'est quand même assez simple. Je te dirais, c'est un 2 viandes. Ils vont rajouter une 3e option, mais ça reste, t'as des ribs à faire cuire puis du poulet. Puis après ça, ça peut être des tacos, burgers, à faire la même. Fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai fait la première compétition. Je suis tombé au milieu de peloton avec mes sauces puis mes épices maison que j'ai fait. Milieu de peloton? Je te dirais sur, je pense que c'était 12 équipes, 15 équipes qu'il y avait là. J'ai fini 5e.
5e côte levée, 6e poulet. Ce qui était quand même bien pour une première compétition à la vie. Puis, mais j'ai vraiment pogné à piqûre, là. J'ai continué à en faire. Puis là, depuis 3 ans, je fais de la compétition professionnelle. Je me promène un peu plus. Je me suis adapté. J'ai changé des fumoirs pour avoir des fumoirs plus performants. Là, je me promène un peu. J'étais dans le Maine, au New Hampshire, au Vermont. Ouais. Je me promène un peu parce que professionnel, il y en a moins au Québec. Puis souvent, il y en a au Canada, mais là, tu te ramasses en Alberta, Calgary, tout, c'est moins long à aller au Vermont. C'est ça, oui. Puis on s'entend, les États-Unis, ça serait... Est-ce qu'on a le droit de dire ça, surtout maintenant, que les États sont... C'est vraiment des basses versus nous autres. Ben, ça fait partie de leur histoire, de leur culture. Tandis que nous autres, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard. Okay. Mais eux autres, ouais, ça a tout le temps été ça. Là. Dans le fond, on faisait cuire de la poitrine de bœuf dans le temps. Elle coûtait rien. Puis tu faisais cuire ça lentement d'un genre de barbecue tout rouillé. Puis ils servaient ça au monde. Puis c'est ça, c'était de la cuisine un peu plus pauvre, si on peut le dire. Ben oui, parce que c'est des pièces de la base. C'est des pièces de paysans en tant que telles. C'est des pièces qui sont tellement hard ou whatever. Mais c'est surtout comme le brisket, la poitrine de bœuf, clairement. Ça coûtait rien. Ça coûte, c'est ça, ça a augmenté parce que il y a comme une. Ben, il y a eu une demande, ça a gagné en popularité, puis effectivement, là, la poitrine de bœuf, que c'était. Quand même, moi, je le vois beaucoup comme quand on jase de ça avec le monde de cette viande-là, le fameux brisket, puis que c'est comme. Encore à ce jour un trend depuis quelques années. Beaucoup la COVID, j'imagine, qui a apporté ça. Mais c'est ça, j'allais dire. Je te dirais que ça a fait un boom avec la COVID. Vraiment, là, le monde a commencé à cuisiner à la maison. Oui, puis ça devait être un esti de vie, ça, pour le monde de commencer à cuisiner, de commencer à cook. Ça, j'avais vu vraiment ça. Il y a beaucoup de choses. Hein? Moi, ça a été la SQDC. Un autre pas à manger après. Un autre style de fromage. Tu faisais pas à manger pendant après ou comme ça? Moi, je voyais des buzz de commencer à faire cuire justement moi, c'était la plancha, mais en tout cas. Mais pour continuer, bon. Oui, je m'en venais là-dedans. Il y a des pièces de paysans, puis c'est pour attendrir tout ça, bien sûr. C'était ça le but aussi. Là, c'est des longues cuissons. C'est des longues cuissons. Slow and slow, c'est ça. Basse température, longue cuisson. C'est tout à des coupes, en plus, comme je dis, le paysan, des coupes qui sont pas chères. Si on met pas de pièces, ben, maintenant, ça coûte maintenant, ça cher. Peut changer. Mais je veux dire, si on retourne sur un bœuf complet, les pièces qu'on met dans les fumoirs, pourquoi on les fait attendrir? C'est parce que la viande, déjà à la base, là, elle est. C'est fait tough, tu mangerais de même. Fait que le faire smoke de même, puis l'attendrir comme que maintenant on peut faire, ou comme Jean-Sébastien sait si bien faire. Tu sais, c'est quand il voit du gars de pull-over, là. Voilà, quand tu le vois, là, le spider-web, tu peux le faire dedans. Le pull-test de brisket, là, ouais, effectivement. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, maintenant, t'es rendu en. On s'est éloigné beaucoup trop là-dedans. Là, tu disais que tu t'en vas en compétition? Oui, là, je fais de la compétition professionnelle depuis 3 ans, comme je disais. J'essaie d'en faire 4-5 dans l'année. C'est quelque chose qui demande quand même du temps. 4-5 professionnels? 4-5 professionnels. J'essaie de plus en plus. Puis surtout, quand tu commences à faire du professionnel, tu veux moins revenir dans l'amateur. C'est pas que c'est mal vu, mais tu sais, t'as l'impression de faire un peu ton show-off. Là, fait que, ouais, c'est sûr que ça retourne. Ah, ouais, je comprends. C'est avec les professionnels qui vient gosser avec nous autres ou whatever. Là, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, non, ça se fait, mais c'est juste que moi, perso, des fois, je suis comme moins à l'aise à le faire. Puis, tu sais, c'est le fun quand ils te battent parce qu'eux autres, ils disent, ils ont battu quelqu'un qui fait du professionnel. Mais quand tu gagnes, tu passes un peu. J'aime moins un peu le vibe de ça. Là. fait que oui, je fais de la compétition professionnelle. Là, je suis en train justement de céduler un peu ma saison. Qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que je suis tout seul, c'est assez dur. Là, ça demande un bon financement. J'avais quelques commanditaires. Fait que je suis en train de rappeler mes commanditaires pour voir s'ils sont toujours intéressés à me supporter pour cette année. Puis, c'est ça, c'est des compétitions qui coûtent assez cher, comme quand je vais aux États-Unis. Là, ça te coûte assez cher? Ben, c'est sûr que le transport, ces choses-là. Ben, t'as le gaz à payer. Moi, que c'est pas compliqué, je dors dans mon trailer. Ben oui. J'ai pas d'hôtel à payer, rien, mais juste en viande. Surtout quand tu vas aux États-Unis, tu vas avoir une belle qualité de viande. Là. Souvent, on va prendre la Wagyu qui est de Snake River Farm, qui coûte à peu près 400$ l'unité. La brisket, ouais. 400$ le brisket? 400$ le brisket, ouais. Okay. Et souvent, t'as des masters, je vais t'expliquer tantôt, mais t'as des masters, mais des fois, tu vas avoir double master. Ça veut dire une compétition le samedi, une compétition le dimanche. Fait que là, ça te prend 2 briskets. Calculé, t'es rendu à 800$, mais t'as pas acheté ton reste de viande. Non, restant de tes viandes, t'as pas ton stock, là, dans le fond, tout le stock que ça prend pendant la compétition. Ça peut coûter 1500$ là, facile une compétition aux États-Unis. Là. OK. Fait que ça va vite. C'est pour ça que je choisis de plus en plus, je sélectionne les compétitions qui vaut quand même aussi la peine. Qui vaut la peine, c'est ça. C'est ça. Si tu gagnes, t'as un prix. C'est ça. En fait, c'est là que
m'en venais aussi, merci. C'est quoi les prix? Ça ressemble à quoi les prix de ça? C'est très varié. C'est ça que là, je check de plus en plus, puisqu'à cette heure, tu sais, tu peux. That's one good money. Mais t'arrives, il y en a que tu dois gagner, puis t'arrives même pas idée. Non, c'est ça. C'est souvent une compétition, mettons, dans le Campground Series, que s'il se passe dans des campings aux États-Unis, eux autres, tu sais, souvent, ton premier prix va être 1 500 US. Fait que tu gagnes vraiment pas grand-chose. Je te dis tout de suite, je fais ça pour le plaisir. C'est ça. Parce que si je regarderais si je regarderais tous les chiffres de ça, je serais très perdant. C'est pour ça qu'ils ne la regardent pas. Je regarde pas. Ça serait quoi comme, mettons, une compétition... ça serait quoi comme la compétition que tu viserais ou cette année ou prochainement? Y a-tu des grosses... Parce que tout à l'heure, comme on expliquait un petit peu avant, hors caméra et hors micro, on parlait de ce quoi, le Jack Daniels Tour? Jack Daniels Invitational. Ouais. Que lui, dans le fond, c'est une compétition. Quand tu as un championnat d'État, mettons, Vermont, une compétition, ça se trouve automatiquement un State Championship. C'est un championnat d'État. Puis la première position qui gagne cette compétition-là, il y a une auto pour le Jack. Ça veut dire qu'il y a une invitation à aller participer à cette compétition-là. Au Jack? Au Jack Daniels Invitational, ouais. Ça, j'imagine, c'est tous les États-Unis, c'est tout le monde à travers les États-Unis puis tout ça. Oui, Australie aussi. Australie, Nouvelle-Zélande, t'as un peu partout dans le monde. T'as du monde de la Belgique aussi. Puis il y a quelques équipes au Canada. Fait que t'as deux comme... je sais pas comment ça fonctionne exactement, parce que j'ai jamais été. Non, mais t'as le côté américain puis t'as le côté international, mais il y a beaucoup d'équipes un peu partout dans le monde. J'ai des amis justement qui l'ont fait l'année passée. Ça serait tout ça, comme je te dis, la compétition que t'aimerais faire? C'est-tu dans tes plans? J'aimerais ça le vivre. Je parle de elle, mais y en a-tu une autre que... Ah, il y en a d'autres. Cette année, ils ont sorti... et là, c'est très médiatisé. Là, ils ont sorti le Barbecue World Cup, qui va être à Vegas en 2027. Le Grand Prix de $1 million. Je pense que ça va venir une des grosses compétitions dans le circuit professionnel. Là, c'est assez... on a eu ça, ça a commencé, ça fait une couple de mois, là, commence à s'afficher, à s'annoncer, puis ils commencent à sélectionner des compétitions qui vont être des qualifications. Le gagnant va avoir un auto pour aller faire cette compétition-là, effectivement. Fait que ça, c'est assez intéressant aussi, mais on commence à avoir de plus en plus d'infos là, sur ça, c'est nouveau. Là, parce que l'American Royal aussi, qui est pas mal la plus grosse compétition présentement. T'as Jack Daniels qui arrive pas mal deuxième, mais là, c'est des grosses compétitions, là, 400 équipes qu'il y a là. C'est quelque chose que tu viserais à aller faire? Ben, j'aimerais ça aller le vivre. Tu sais, j'ai pas le but de gagner ça. Non, ça aller le vivre une fois dans ma vie. Oui, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça aller vivre ça. Non, c'est quand même très cool, parce que aussi, on parlait de... Mais c'est ça, comme j'avais précisé aussi tout à l'heure, comme Jean-Sébastien, on travaille ensemble, mais on parlait aussi d'une compétition, parce que j'ai un événement aussi bientôt que j'aimerais créer aussi. Puis il était dans une compétition hier, en fait, littéralement. Oui. C'est pas toi, je pense que toi, tu compétitionnais pas. Moi, je t'ai donné un coup de main. C'est ça. Je t'ai donné un coup de main. Dans le fond, je veux dire, j'étais dans l'organisation. Je me suis introduit un peu. Dans le fond, j'étais supposé de participer. Puis, comme j'ai fait une petite compétition amateur, il y avait beaucoup de nouvelles personnes, tout. C'était pas commun. Moi, en hiver, mon stock est pas mal serré aussi. Puis à cette heure, arrivé avec le barbecue dans la boîte de pick-up, tu sais, j'ai une cuisine, j'ai un trailer 8-16 avec une cuisine adaptée, puis tout ça. Là, c'est le genre de compétition qui me tente moins, mais vu que c'était une compétition qu'il y avait dans mon secteur, c'était à Oka, ça m'intéressait vraiment. Je trouvais ça vraiment le fun qu'ils organisent de quoi dans mon coin. Fait que dans le fond, quand j'ai appelé les organisateurs, j'ai dit que j'étais là pour donner un coup de main ou pour être juge ou en tout cas passer la journée sur le site, donner des conseils, n'importe quoi, répondre aux questions. Fait que c'est mon beau bon bœuf. C'est une ferme qui est de bœuf nourri à l'herbe. Puis eux autres, c'était une journée porte ouverte un peu. Ils voulaient, parce que la ferme n'est pas ouverte au public en tant que tel. Ouais. Mais là, ils voulaient faire une journée porte ouverte que le monde puisse voir, découvrir les produits un peu. Il y avait un food truck avec leur prêt à manger qu'ils servaient gratuitement. Le monde pouvait goûter à pas mal tout. Il y avait de la tire sur les rames. Moi, j'ai fait des cubes de filet mignon dans leur fumoir que j'ai assaisonné un peu. Barbecue Québec, dans le fond, se sont offerts pour offrir des jeux, du charbon, des affaires comme ça. Fait qu'ils ont passé la journée sur le site aussi. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait de la pub. Eux autres, ça fait combien de temps que leur ranch est ouvert, eux autres? Je pourrais pas te dire, mais je sais que c'est des personnes, dans le fond, c'est Fred, le propriétaire. C'est un gars de Montréal qui a eu des compagnies d'excavation, il était vraiment pas dans le domaine, compagnie d'excavation, après ça, de matériaux secs. Puis là, il a tout vendu ça, puis il s'est ouvert une ferme, puis il a commencé à faire ça. Je pense que c'est une passion un peu comme moi. Là. Il commençait à faire ça, puis à triper, puis il trouvait vraiment ça le fun. Il a commencé à s'intéresser un peu à l'alimentation des bœufs, tout ça, puis les sortes de bœufs. Fait que là, c'est du grass-fed à 100%. Il n'est pas finish grass, là. Il est grass-fed au Il est grass-fed à 100%. Ouais. Man, ça, c'est... C'est où, ça? C'est à Oka. Dans le fond, la ferme est à Oka.
Mais il vend pas. Il vend en ligne. Il vend beaucoup en ligne. Il y a une cuisine à Repentigny, mais je pourrais pas dire, je sais pas s'ils ont... Ils ont de quoi sur place. Ils distribuent aussi à certaines entreprises. Ils ont des congélateurs qu'ils vont porter ils ont des contrats sûrement de quoi qu'ils Ils vont porter du prêt-à-manger les entreprises. Fait que le monde peut se servir là-dedans puis se prendre les lunchs. Mais c'est vraiment une belle compétition. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas commun à ce qu'on est habitué de voir. Normalement, un 4 viandes en compétition, t'as poulet, côte levée, porc effiloché puis brisket. Là-bas, on avait aile de poulet, burger, il y avait un cowboy cut aussi servi, puis il y avait du lapin. OK, tu sais qu'il n'y a même pas d'avoir la seule chose qu'il y avait, c'est le burger. C'est le burger puis son cowboy cut. Que ça sorte. Ben oui, c'est totalement. Même le lapin, ils en vendent. Ils veulent avoir des produits qui sont accessibles, gens font qu'ils vendent. Ils font l'élevage de lapin aussi? Les ailes, je suis pas sûr, mais le lapin, je sais qu'ils en vendent, puis ils voulaient le promouvoir un peu. De son lapin, c'est ça? C'est son lapin à lui ou? Je pourrais pas te dire, je veux pas dire n'importe quoi. Non. J'ai pas vu de lapin à la ferme, mais... En plus, Smoke... C'était vraiment intéressant de voir les gars, comme il y en a qui l'ont smoké, il y en a d'autres qui ont fait un feu à terre, qui ont mis un assado, une genre de grille avec une tige de travers, puis ils ont arrosé ça toute la journée. C'est vraiment impressionnant. Nice! Non, c'était vraiment une belle journée. On a pas eu une belle journée ensoleillée. À part de ça, il y a beaucoup de monde. Puis c'était une très belle première édition de cette compétition-là. Je pense qu'il va en avoir d'autres parce que ça a pogné. Puis le monde, les participants que les personnes sont venues voir la compétition, ils ont trippé bien raide. Là. Ah ouais, hein? Ouais, même, je te dirais, les juges de barbecue Québec qui ont été assez impressionnés de voir les cuissons, comment que les gars se prenaient. Puis moi, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup d'amateurs, beaucoup de nouveaux, mais non, il y a des gros setups qui sont arrivés. Là, hein? Des gars avec des offsets, là, et puis c'était vraiment intéressant de voir ça. Pour de l'amateur, puis en plus un nouvel événement, justement. Un nouvel événement, oui. Tout ça, là. Ouais. Ah, mais c'est vraiment nice, ça, par exemple. Puis en plus, sur un nouveau ranch aussi. J'ai oublié de poser la question tout à l'heure. Tu rappelles, c'est quoi la race de bœuf qu'il y a aujourd'hui? Ils ont du Galloway. Ils ont du Angus. Okay. Je sais pas s'ils ont d'autres races, mais je sais qu'ils ont. De ce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit, c'est des races-là. Non, ouais. Mais quand même, grass-fed au grand complet, là, ça va faire. J'ai goûté un cowboy cut, ils me l'ont donné la semaine passée. Justement, j'ai fait cuire en reverser. C'est un petit cowboy cut qui avait à peu près 3 pouces. Là. Puis c'est pas une viande qui a énormément de persillage, mais c'était très tendre, très goûteux. Puis le goût est effectivement, Fred me l'avait dit, c'est pas tout le monde peut le voir, mais le goût est différent. Puis ouais, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine différence. Il avait sa couleur dans son drap, mais j'imagine qu'il doit quand même les tuer quand même tôt. J'imagine là, on parle de ranching carrément en place de smoke. Nourri à l'herbe, c'est moins engraissé puis tout ça. J'imagine que ça fait de la moins grosse carcasse qui est moins grasse, mais la viande était quand même... c'était très intéressant au goût, c'était très tendre. Moi, c'est récent que j'ai comme goûté à d'autres choses que le steak normal que tu fais bien te pogner au IGA, genre du Sterling puis des affaires de même. Puis je suis allé dans des petites boucheries, tu sais, j'ai essayé du Wagyu puis toutes ces affaires-là. Puis le grass-fed l'autre fois chez vous, du Maxi, c'est con, là, mais comme, man, j'ai vu la différence tout de suite, puis je suis plus capable de retourner en arrière. Ben, tant mieux aussi. Très bonne, effectivement. C'est juste de ne pas encourager ce commercial-là. Nouvelle-Zélande, ça, là. Vraiment, là. Rapport qualité-prix, là. C'est sûr qu'on peut encourager le Québec. Surtout parce qu'en plus, on sait que là-bas, ils sont 100% nourris. Tandis que d'autres places, c'est-tu vraiment grass-fed au complet? Non, mais c'est finish grass, c'est ça qu'on avait déjà expliqué dans d'autres. Un finish grass, en fait, c'est qu'ils les élèvent jusqu'à la fin, puis ils se donnent un mois avant l'abattage. C'est à peu près tout dépendant c'est qui. C'est un genre de cheat code. C'est un cheat code qui les beaux d'herbe bien vertes, encore une fois, pour donner le plus de chlorophylle possible, le bêta-carotène qu'on retrouve dans l'herbe, pour donner cette couleur-là, pour donner un petit flash. C'est comme un flash de dernière affaire. Tu sais que si tu fais attention au mot même que finish grass, de flash, là, ou un rinse comme dans le cannabis, mais bon, tu sais, mettons à la fin, puis là, t'as finish grass ou t'as grass-fed. Grass-fed, ça veut dire que tu es supposé avoir juste mangé de l'herbe. Normalement, oui. Tandis finish grass, ça veut dire qu'ils ont fini avec de l'herbe. OK, fait que ça, c'est un esti de hack de tout de qui, mais bon. Ouais, il y en a bien. Il y en a bien dans le secteur alimentaire. Ben oui. Surtout avec tout ça. Mais en plus, avec toutes les sortes de. Mais c'est cool, par exemple, de savoir, parce que j'ai aimé ça, savoir le film. On dit que ça me rappelait que tu me parles comme quoi que dans un smoke, on peut mettre n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, comme tu as dit le lapin, Chris, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé du lapin, il me semble, puis de plusieurs techniques aussi, puis justement, le faire comme justement sur le feu, style argentin un peu, ça doit j'ai trippé, malade, ça, là. Tu sais, tu dis c'est une compétition barbecue, il y avait un petit fumoir de 2 pieds d'eau, mais il s'en servait pour finir ses cuissons, faire ses ailes de poulet, le reste, il a tout fait direct sur le feu, à terre. Non, j'ai capoté, tu vois pas ça en compétition. Le gars, il arrive tout avec des gros smokers, là. Le gars, il avait besoin de rien, puis il avait fait comme une... Le gars, il arrive avec ses 3 broches, son lapin, il fait
moi, tu sais bien ça. Il a fait cuire une courge toute la journée sur le bord du feu pour, après ça, faire une genre de purée avec pour le servir avec le lapin. C'est cœur. J'aime ça, c'est beaucoup argentin. Excuse-moi, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais je disais comme dans les gros feux argentins, whatever, c'est ça qu'ils font. Ils travaillent beaucoup la braise en tant que tel, le bois. Puis qu'est-ce qu'ils font maintenant? Puis il y en a beaucoup, c'est beaucoup développé aussi en Espagne, tout ça, Portugal aussi. Mais l'Argentine, c'est sur le feu tout le temps. C'est leur tradition de faire ça. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est comme, mettons, ils font des gros racks. Puis, tu sais, à Vanivelle, là, c'est des fils, whatever, puis c'est juste du gros bois. Fait que c'est toi qui gères ta braise. Mais tu fais pendre tous tes légumes, genre en haut, parce qu'ils se font tout smoke, mais ils se font, tu sais, une cuisson très lente en hauteur. Ils utilisent toute la superficie possible. C'est ça. Puis tu peux juste l'éloigner, whatever. Fait que tout dépendant, c'est toi qui vas contrôler ça. Mais là, ça devient, là, c'est décoratif. Il y en a vraiment, là, que c'est spectaculaire, en fait, ceux qui font ça, là, des grosses grilles comme ça, là, comme tu sais de quoi je parle. Oui, effectivement. Des gros kits, ça ressemble à un gros barbecue. Ça ressemble à une grosse grille. Mais tout est fait en acier avec des gros filages, whatever, là, puis ils te montrent ça. Tu peux c'est comme un Santa Maria, je pense. Un genre de grille. C'est comme ça qu'on appelle Santa Maria. Ben, si je me trompe pas, là, je pense que oui. Je trouve ça vraiment fou. Puis là, t'as plein de crochets partout. Puis là, tu peux accrocher à n'importe quelle hauteur. Tu peux passer ta braise d'un bord. Puis maintenant, tu pars. Tu peux juste commencer, je sais pas, avec ton gros rib que tu vas aller mettre dans ton rack. Cacoter un petit peu sur le côté, là, ta grosse cage de même, tu la laisses smoke tout le long. Après ça, t'as des affaires pour mettre tes gros tomahawks, whatever, puis tu te fais pendre des citrouilles, n'importe quoi. Il y en a qui fait de l'ananas. L'ananas smoke, ça, c'est fou aussi. Là. Ouais. Fait que tu mets ça, puis là, il va. Puis, qu'est-ce qui est nice avec ça, c'est comment t'étages tes shit. Parce que quand tu fais ça aussi, c'est quand ton ananas il coule, ben, il va couler sur quoi? Alors, il va couler sur ton porc. Fait que son jus de caramélisation, whatever, il va couler sur le porc en même temps. Ouais, je vois ta barbe un petit peu. Tu vas chercher encore plus de saveur. C'est ça, mais c'est les étages aussi. Puis, tu sais, c'est de l'ancien temps, ben raide, ça, là, faire ça, là, des étagers, à l'étouffer, comme en temps à Hawaï. Quand ils font ça aussi, c'est les étagers de mettre tout le temps ces feuilles de banane ou whatever, puis de partir le feu, la roche aussi. Là, je parle faire le trou dans le sol, là? Ouais. Oh, oui, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très cool aussi de cuire dans le sol. Mais il y a plusieurs techniques comme ça, mais c'est tout le temps de penser à. J'ai vu des vidéos de ça. C'est vraiment nice, puis c'est aussi c'est intelligent parce que c'est tout le temps penser à qu'est-ce qui va goûter quoi par-dessus quoi. Puis qu'est-ce qui est tough, là, c'est qu'est-ce qu'il faut que ce soit cuit en premier que l'autre. Parce que des fois, tu n'oublies pas quand c'est des soupers de même, c'est qu'ils ouvrent tout puis tout est prêt. Ouais. Mais il faut que tout soit bon. Fait que je veux dire, en même temps, lui, il faut pas qu'il soit overcooked, l'autre, faut pas qu'il soit. Fait que tout détagé, t'as des températures à suivre. Puis moi, je trouve que c'est encore plus nice sur le feu en tant que tel, parce que c'est tout le temps de calibrer, man. Ok, lui, faut que je le parte là, mais je vais le calibrer un petit peu plus dans le coin. Je vais mettre sa cage plus loin pour qu'il commence à prendre le temps de se rendre tendre, tandis que là, tu peux avoir de la grille. Tu peux avoir. C'est fou, là. C'est comme la base de tout. Le cuir sur le feu, là, je veux dire. C'est ça. Tu peux pas avoir plus puriste que ça, là. Fait que. Mais qu'est-ce qu'il fait, tu sais, mettons. Toi, t'es plus à froid ou à chaud en tant que tel, ta spécialité? Ben, au resto à froid. À la maison, je fais. À chaud, à la maison, je fais du fumage à froid. Mais je te dirais que la saison est quand même assez courte. J'ai pas vraiment le temps d'en faire non plus. J'étais un peu débordé, mais c'est à job, c'est à chaud à 100%. C'est à chaud à 100%. Hein? Ouais, parce que, tu sais, aussi, je pense c'est quoi, le deuxième plus gros fumeur du Québec, je pense? Écoute, je sais pas. C'est tough à dire aussi, mais on a 1500 gallons. Si tu check, je pense, Jack Flat qui ont un 1000. Il y a une couple d'autres aussi qui ont sorti comme Saint-Doux Barbecue. Eux autres qui sont plus dans le coin de Québec. Je sais, ils roulent des Moberg, mais je sais pas c'est quoi la grosseur. Non, c'est ça, mais si on l'a pas, éventuellement, on devrait l'avoir parce qu'il y en a un de 30 pieds qui devrait rentrer éventuellement dans le resto. On a le 20. C'est un 2000 gallons. Non, dans une salle. C'est parce que c'est Alex Ladouceur qui est fait. C'est juste une petite grosse tank d'un gaz, whatever. Puis là, c'est fait qu'une plonge, Big Man. Ouais, t'as vu la plonge? Ça a vraiment chose. Il faut que tu vois ça. La plonge. Ben, les gars qui réparent les lave-vaisselle, ils regardent puis disent j'ai jamais vu ça de ma J'aurais pu passer ma journée assis là avec une chaise. Regardez, j'étais comme. Ça fait pas de sens. Mais son fumeur aussi, mais lui, c'est comme. Parce que Alex, lui, c'est une bulle, là, il fait ah, ouais, tu une salle? Viens, on va te faire une salle, là, là tu fais ta salle. Pas que tu lui donnes trop d'idées. Non, c'est ça. Parce que tu vas voir que le lendemain matin, il a déjà commencé. Oh, oui. Puis là, tu sais, comme lui, il a le 20. Puis là, il était comme. Je pense, c'est quoi la salle? As-tu pensé pour accueillir aussi le 30? Non. Non, c'est. Non. Fait que là, je sais pas. Moi, je me trouvais logique, je pensais aller dire, genre. Parce que, tu sais, la salle de fumeur. Ben, tu sais, le 20, il est là. Moi, je me dis, OK, il a pensé. Ça fait longtemps qu'il parle de faire son 30 puis de le faire. J'étais comme, Chris, vas-tu mettre un 20 puis un 30 dans cette petite salle-là? Puis il est comme, non. Qu'est-ce qu'il pense qu'il va se passer? Il va le grossir dans sa salle puis il va foutre un 31. J'imagine. Parce que ça a été conçu pour mettre 2 fumoirs, mais je pensais que les deux auraient justement la même grosseur. Mais là, l'autre, c'est ça, il y a 10 pièces plus à atteindre.
Moi, j'ai dit ça rentrera pas. Lui, il dit que ouais, il va trouver un moyen. Ah ouais, je suis même pas inquiète avec ça. Comment ça marche, ça, dans une salle? Il y a un système d'aération, genre, complètement. Ouais, ouais, dans le fond, c'est une salle isolée, je pense, de 25 pieds par 50 pieds, je me trompe pas. J'ai vu, là, comme il y a une fenêtre, là, il me semble. Il y a des portes. Oui, tout est vitré. Tout est vitré vers le resto pour que le monde voit un peu qu'est-ce que je fais. Puis, c'est ça, il y a des portes de garage, puis c'est une salle de 25 par 50. Il y a le fumoir, j'ai mon bois, j'ai à peu près un 20-30 pieds de comptoir. Excusez-moi. Ah, t'as du comptoir, ouais. Ouais, ça, j'ai pas mal de comptoirs, j'ai mon frigidaire à moi. Puis, il a fait une genre de hotte. Il y a 2 moteurs sur le toit de 1000 CFM chaque pour tirer l'air, qui marche sur 600 volts. Fait que ça tire. No. Mais je te dirais, je m'en sers beaucoup pour partir, mais dans la journée, là, je peux l'éteindre, là, à moins des fois d'avoir ouvert la porte, de la laisser longtemps. Quand je viens de mettre du bois, t'ouvres la porte, ça crée plus de boucan. Fait que je vais m'en servir. J'ai un contrôleur, dans le fond, pour jouer avec, pour le monter ou descendre. Là. Ah, c'est pas faux, ça. Puis la salle est tellement bien isolée, il faut que je craque une porte de garage, parce que sinon, j'ai pas assez de tir dans le fumoir. Fait qu'elle est toute isolée à l'uréthane. C'est vraiment une salle qui est comme à part du restaurant qu'ils ont fait après. Là. Okay. Puis c'est vraiment intéressant. Ouais, j'ai un beau petit setup. Là. Je suis assez bien. Là. Puis t'es-tu le seul qui s'occupe de ça ou il y a du monde avec toi? J'étais seul, j'avais de l'aide de temps en temps, mais là, je te dirais, depuis le début janvier, là, je suis rendu avec un partner, là, un ancien sous-chef qui me donne un bon coup de main. Là. C'est le fun d'avoir un gars d'expérience. Puis là, je monte un peu le côté fumoir, mais ça va vraiment vite. Là. On a pas mal doublé la production, je te dirais, là, depuis qu'il est là. Fait qu'on fait 2 cuissons d'une journée au lieu d'une. OK. On s'alterne, dans le fond, il rentre un peu plus tard, puis on va partir la deuxième cuisson ensemble, puis là, il va la finir la plupart du temps, sauf certaines cuissons qu'il faut être 2 pour finir. Comme on fait des épaules de porc, fait qu'on a, je dirais, j'en fais 40 à peu près aux 2 semaines. Des épaules pour le pastrami? Des épaules de porc pour les fléchés. Ah oui, les chaînes, oui. Puis c'est à peu près une quarantaine, fait que je le laisserai pas... je le laisserai pas tout seul effilocher tout ça. Là. Non, c'est ça. C'est quand même une bonne job. Là. Puis vu qu'il faut l'effilocher quand c'est chaud, on le mélange en sauce, tout ça. Fait que c'est quand même des bonnes journées. Là. Dans le salon, on fait une journée de 14 heures à peu près. Là. C'est quand même assez gros. Puis tu sais, quand tu y penses, là, ça a l'air 20 pieds. Non, c'est parce que c'est creux aussi. Là, c'est une tank à propane, mon gars. Là, j'ai 4 pieds par 4 pieds de grille. En faire 2 en même temps, dans ma tête, c'est un projet. Fait que... Ça, là, c'est ça. Fait que t'imagines-tu. Mais en plus, c'est loin. Fait comment tu Ça va nous en prendre un autre employé, je te dirais. La tombe à 2 fumoirs, parce que c'est bien beau faire la cuisson pendant ce temps-là, mais tu sais, on fait de la prep pour demain, mais là, t'as 2 fumoirs, t'as 2 fois plus de prep. Tu passer autant de viande que ça, c'est-tu? Je fais 100 racks de Saint-Louis par semaine, à peu près 100-125 racks de baby back aussi, 40 épaules de porc aux 2 semaines, à peu près 28 briskets aux 2 semaines. Mais là, je fais d'autres choses. On fait 4000 ailes de poulet à peu près par mois. Ouais, les ailes de poulet. Quand je fais une batch, là, c'est à peu près 2400 là, que je suis capable de rentrer en une journée. Je fais mais c'est 1200 par shot. On fait 2 cuissons dans la journée, fait qu'on fait à peu près 2400 ailes de poulet à la shot. Qu'on place une à une sur le grill. Ouais, c'est ça. Ça, je savais pas, parce que c'est vrai qu'il faut que ce soit placé d'un sens ou whatever, mais tu vas dessus maintenant. On place les ailes de poulet. Ah, tabarnak! Ça rentre pas à la fin ici, puis là, tu tasses tout, là, comme ça. Ah, des fois, il faut écorder pour que ça rentre, parce que ça me tente pas de faire une 3e cuisson. On laisse le fumoir ouvert, faire une vingtaine d'ailes de poulet. On essaie de tout placer ça. Je connais pas mal à cette heure les quantités qui rentrent dans le fumoir. Tu commences à être connaître par cœur. En tout cas, il serait temps, sinon. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça que j'allais poser comme question. C'est un outil de travail, mais c'est littéralement ton... Comment on pourrait dire ça? C'est ton partner, littéralement, le fumoir en tant que tel. Tu as besoin de... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un pilote de course avec son char, tu sais. C'est le même principe. Il faut que tu le connaisses par cœur, il faut que tu connaisses tous ses petits détails, tous ses défauts comme ses qualités, admettons... Puis d'un à l'autre, un fumoir peut être très différent. C'est ça. L'airflow sera pas pareil. C'est ça. La quantité de bois que tu vas mettre, comme moi, vu que c'est artisanal, la boîte à feu est faite quand même assez basse. Fait qu'il faut que je mette quand même une certaine quantité de bois pour avoir une chaleur pour avoir un bon flow. Après ça, on a gossé au début, on a eu des promenades de cheminée, on a de la misère. Par rapport à ce qu'on est dans un champ, puis la bâtisse est quand même assez haute, puis la cheminée, quand le vent arrivait d'une certaine direction, j'étais pas à de le monter en haut de 200. Alors, j'ai sacré une couple de fois, puis j'ai fait des cuissons de nuit
aussi à un moment donné parce que j'étais pas hâte de cuire, le fumoir montait pas. Fait qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. Le bois aussi. Si le bois il est trop humide, c'est pas bon. Si il est trop sec, c'est pas bon non plus. Si tu vas avoir une certaine arôme. Fait que c'est ça. C'est toutes des petites choses techniques qui fait que. Puis là, il y a beaucoup de choses encore qui jouent. C'est moins pire. Depuis qu'on a ajouté la cheminée, depuis qu'on a fait certains ajustements, ça va beaucoup mieux. Mais là, encore là, des journées, si le taux d'humidité est haut, si la pression atmosphérique est basse, ça va affecter aussi ta tire. Ça, c'est en tant que tel. Sinon, c'est pas genre tout le temps comme ça dans les comme que. Tu sais, qu'on parlait tout à l'heure, Franklin, justement, en Texas, whatever, puis c'est beaucoup lui qui disait comme quoi, c'est à chaque jour, si ton taux d'humidité, admettons, est à 80% de journée, puis le lendemain, ben, tu vas pas le. Texas, c'est une autre affaire. T'as beaucoup de chaleur, ça peut être très humide. C'est sûr, mais tu sais, ça dépend de ta journée. Comment ça va affecter ton bois, comment que l'humidité va affecter tout le reste de ta viande, toutes tes affaires. C'est comme toute une loupe que tu fais comme, OK, aujourd'hui, il fait telle chaleur, telle humidité, ton bois, yeah, OK, celle-là, on va prendre celle-là qui est en dessous, c'est aujourd'hui, tu sais. C'est pour ça que je dis jamais à ma blonde à quelle heure je vais finir. Je le sais pas. Non, c'est ça. Je le sais pas. Je sais à quelle heure que je rentre, mais j'ai aucune idée à quelle heure je finis. Des fois, on peut avoir des petites variations, comme là, 2 semaines, justement, on a eu des problèmes. J'ai remarqué que la pression atmosphérique était très basse, le taux d'humidité était très haut, puis j'ai eu un peu de misère à le contrôler. Ça a pris un bout de temps avant qu'on réussisse à atteindre la bonne température. Puis après ça, un coup que ça se tient, puis un coup ça se met, t'es capable de le maintenir, ça va bien, là, mais des fois, c'est plus long un peu à partir. D'autres journées, 15 minutes après que je l'ai parti, il est déjà dans mon target, puis tout va bien. Là, fait que, mais en général, ça va quand même bien. Depuis qu'on a fait des ajustements, là, j'ai beaucoup moins de problèmes. Non, mais c'est vraiment nice pour ça. C'est juste que je disais que c'est sûr. Mais le nouveau va rentrer, ça va être un autre apprentissage. C'est ça. Mais il y a tout le temps quelque chose de. Tout le temps apprendre quelque chose. Tu vas tout le temps apprendre quelque chose. Surtout qu'en plus, c'est pas quelque chose qui est une roulette, puis je le mets à 200. Non. Tout est gagé. Puis en plus, c'est artisanal. Là, c'est pas un fumoir fait par une compagnie ou whatever. Non, je sais, il n'y a pas de. Il y a une porte, t'as des pentures, une porte, puis. Des fois, c'est moins étanche que d'autres. Non, c'est ça que je dis. C'est ça qui va être cool, là. Ça fait artisanal au bout, là. Ouais, mais c'est le fun aussi. Puis c'est ça que j'aime du métier, c'est que j'apprends tout le temps. Puis il y a tout le temps, tu sais, ils nous mettent au défi aussi d'essayer de sortir de nouvelles affaires. Fait que moi, quand j'ai le temps, je me fais un fun à essayer de créer. Puis c'est ce côté-là aussi que j'aime, de pouvoir avoir une certaine carte blanche, de pouvoir créer, puis faire des tests, puis d'amener ça. J'aime bien travailler à la viande. J'aime bien faire de la saucisse aussi. On m'a acheté un équipement pour pouvoir faire de la saucisse. J'ai essayé une coupe de sortes différentes. Non, j'aime beaucoup le côté créatif de ça. Là. C'est le fun parce qu'avec un nouvel employé, ça va m'aider à revenir parce que la production a tellement été... ça a monté beaucoup. On a eu pas mal plus de clientèle au resto depuis, je te dirais, 1 an et demi, 2 ans. Puis le volume a beaucoup monté. Fait que il a fallu que j'augmente la production. Puis j'avais pas vraiment de main pour m'aider. On réussissait, on arrivait, mais c'est pas le temps. On pouvait pas créer. Là, on teste à production là. C'est ça, mais là, c'est aussi de s'adapter. C'est l'adaptation aussi, probablement, de ta salle, ton fumoir. Tout court toi-même avec le stock, avec toutes les affaires, avec aussi le nouvel achalandage qui est de plus en plus. C'est toujours l'adaptation, mais là, justement, que là, ça va être stabilisé avant qu'il te rajoute le gros. Mais, tu sais, je veux dire, une fois que tu enlèves ça, tu vas pouvoir tomber dans la créativité puis avoir les autres qui travaillent, qui le font un petit peu la job que t'as déjà seté, puis... C'est ça. Plus j'ai un employé depuis 1 mois, mais il a beau avoir un background, il a beau avoir de l'expérience en restauration. Ça reste c'est un autre apprentissage. Fait que, ça prend quand même un certain temps, puis là, ça fait comme... J'en ai eu 2 autres qui... On me prêtait un peu, je te dirais, du monde pour me donner un coup de main. Fait que là, j'ai passé beaucoup de temps à former du monde que finalement, ils n'ont pas travaillé avec moi. Fait que c'est le fun d'en avoir un, là, que je sais qu'il va être là pour m'épauler, rester avec moi. Fait que là, je peux tout y montrer, puis ça va vraiment bien. On a bien du fun à part de ça. Ouais, puis ça te fait un partner aussi en même temps de... ouais, je suis moins seul c'est moi tout seul avec son fumoir. Effectivement, je suis moins seul. Moi, le coq dans le vide tout le temps. Salut, Jean-Jean, Sébastien. Des fois, j'ai l'impression d'être dans un aquarium. C'est ça. Mais dans une situation comme qu'est-ce que tu fais comme travail, comment tu fais pour aller en vacances, mettons? Genre, peuvent-tu se passer de toi? Bien souvent, je vais faire des cuissons de nuit. Oui, ils réussissent quand même. Là, l'année passée, c'est le chef qui a pris le relais un peu, mais je m'arrange, c'est sûr, des semaines d'avance pour grossir la production puis donner un coup pour tout stacker le plus possible, qu'il manque rien. Mais ça est tombé des années aussi avant que j'avais un employé avec moi qui avait quand même une bonne expérience. Okay. J'avais montré pas mal, ça faisait un bout qu'il était avec moi, fait que j'ai pu partir 1 semaine en vacances puis s'être occupé des cuissons. Il y a certaines cuissons qui sont
pas nécessairement prête à faire ou capable de faire. Qu'est-ce qui est au niveau de la salaison, des saucisses aussi, du ratio d'épices, gras, viande, tout ça, sont moins. Fait que ça, je m'arrangeais pour les faire d'avance, puis je leur laissais les cuissons qu'ils étaient capables de faire. Là. Mais tu sais, il y a certaines affaires comme les ailes de poulet, là, elles sont pas trop compliquées. La boîte arrive, on met des épices dessus, on les fait cuire, puis ça va quand même assez bien. Il y en a d'autres qu'il faut faire préparer les summers, faire l'injection. C'est ça, des affaires plus complexes, je m'arrangeais pour m'assurer avant de partir en vacances qu'il manque de rien là, pour faire ça. Ouais. Quand c'est ça, il y a comme un travail de. J'ai fait un premier pulled pork là, récemment, genre chez nous, puis je checkais sur Internet, là, puis je suis comme, OK, c'est pas juste pour le faux. Ben non! Je suis comme, fait que c'était comme, j'ai starté mes affaires, puis c'est le lendemain matin que je l'ai fait cuire, tu sais, en mettant juste du sucre puis du sel, là. C'est bien bon. Ça fait ta saumure. Ça fait ta saumure. C'était bon, là. Non, ben non, je pose une question, je suis fier de toi. T'as fait une saumure? Pour moi, c'était un rub. Je suis fier de toi. C'est plus un rub que t'as fait. T'as mis ton rub la veille, puis tu l'as fait cuire le lendemain matin? Ça, c'est le deuxième que j'ai fait. La première shot, j'ai fait juste sel puis sucre. OK, pas d'eau. T'as pas fait de saumure. Une saumure, c'est un liquide qu'on... Non, quand j'ai fait l'année passée des jambons à bière, là, que là, je le faisais tremper dans l'eau pour le dessaler. Mais les jambons, ben oui, pour les... Tu ce jambon qui était déjà cuit? Non. Non? C'était l'épaule. C'est une fesse, l'épaule, OK. Puis, souvent, quand on va faire du jambon, on va aller faire une saumure ou une salaison. Souvent, une épaule de porc effiloché, c'est souvent plus un rub qu'on va mettre de base puis le faire cuire. Mais il y a des procédures, l'épaule, ça se fait quand même bien. Mais il y a des procédures à respecter, des cuissons aussi. À cette heure, à un moment donné, au début, j'avais beaucoup de thermomètres. Mais j'avais des sondes de planter dans tout. À cette heure, je peux voir à l'œil quand c'est prêt à rapper et tout ça. Là, à un moment donné, tu pognes l'expérience là-dedans, tu viens à savoir puis à connaître tes viandes un peu. Là. Mais au début, effectivement, là, je piquais beaucoup pour checker mes températures, là, mais à un moment donné, tu réussis à mettre ça de côté pour. C'est sûr que j'en ai quand même. Tu finis par le savoir, là. Moi, avec la poulet, maintenant, je le sais, je fais juste que. L'aile de poulet, je fais juste la casser de même. Dès que je vois que je vois que là, c'est tombé de même, je suis parfait, éteins ça. En star avec mes robes, tout, j'ai fait tout ça, je le vois à couleur. Là. Quand je regarde la couleur, des fois, puis ça est fort chez mes employés, ils me disent comment tu fais qu'ils sont prêts, bien, regarde la couleur. Ah, c'est ça. Mais OK, comment tu fais? Là, on check, elle est à 185, elle est parfaite. Fait que je viens à Star, même c'est la même affaire pour les épaules, c'est qu'au début, tu regardes bien les livres, des affaires comme ça, puis tu dis, il faut que tu le sortes pour la rapper à 145, tout à Star, tu sais que quand la couleur est belle, t'as le bark que tu veux avoir sur le morceau de viande, ben attends pas qu'elle soit à telle température, rap là tout de suite, là, sinon elle va continuer à venir trop foncé. Elle va durcir un peu sur l'extérieur, fait que tu viens pogner des techniques avec le temps. Mais au début, mais c'est ça, comme je te dis, j'étais un peu un maniaque, ça a commencé par ça. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé beaucoup de livres, puis je me fiais beaucoup à toutes les instructions, puis à cette heure, de moins en moins, là, je vais par mon feeling. Là. Tu commences à le faire un petit peu plus à qu'est-ce que tu connais, puis tu commences à inventer un petit peu, tu commences à faire des petits... Pas encore, mais je suis un gars qui a plus de misère à partir from scratch, là, vraiment rien, là. Ça me prend une idée de base. Après ça, je vais pouvoir jouer, je vais pouvoir créer, mais d'inventer de quoi, j'ai plus de misère pour ça. T'es plus comme spécifique ou plus plus spécifique, c'est je vais aller beaucoup faire des recherches sur YouTube. Tu sais, je peux pas dire que je l'ai inventé. Souvent, je vais sortir des affaires qui sont vraiment assez créatives, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est parce que j'ai eu une idée, j'ai vu de quoi quelque part, puis c'est pas nécessairement, c'est pas un copy-paste que je fais, mais je vais regarder beaucoup de vidéos, puis là, à un moment donné, je viens, ça j'aime ça, j'aime ça, puis je viens à faire de quoi par rapport à ça. Moi, c'est le même que je cuisine beaucoup. Je m'inspire de j'ai mangé ça une place, puis là, je le ramène dans d'autres affaires, tu sais, j'aime ça, faire ça, puis c'est... Beaucoup par inspiration, c'est ça. Exact, c'est ça. Des fois, ça marche, des fois... Je passe la case, c'est ça. C'est arrivé une coupe de cuisson que ma famille pensait manger à 5 heures, finalement, oh non, on a fait du macaroni, on a collé de quoi parce que c'est pas mal plus long que je pensais. Papa, où la viande? Non, craft dinner tonight. Ils ont été patients quand même une couple de fois, je te dirais. Dans mes débuts, là, je l'ai manqué une shot. C'est de l'apprentissage, hein. C'est l'apprentissage. Il faut rater pour le savoir aussi. Là. Des fois, tu pleures un peu plus parce que ton morceau de viande t'a coûté cher, là, mais... c'est vrai, c'est que ça. En compétition, là, t'avais ta brisket à 400$, là, quand t'en manques, là, quand il manque de cuisson, là, t'as le goût de broyer. Non, c'est sûr, un petit peu. On peut-tu le remettre encore, j'ai s'il vous plaît? Il y a encore une petite heure, s'il te plaît. C'est ça qui arrive, on a quand même des délais, des temps. Là, fait c'est ça. C'est pas prêt, trop tard. Qu'est-ce que je t'ai demandé? T'avais-tu... parce que c'est quoi qu'est-ce que tu considères comme ta spécialité, mettons? Hey, c'est dur à dire. J'ai pas tant de spécialité.
Ou c'est quoi ton morceau chéri? Une affaire que j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler, qu'on a décidé de faire, c'est la poitrine de dinde. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Tu sais, on est habitué à la dinde de Noël qui est plus sec puis tout ça. Puis quand j'ai fait mes premières poitrines de dinde, j'ai slicé ça puis j'ai goûté ça. J'ai pogné un 2 minutes. Là. Ouais! C'est vraiment bon. Ouais, non, je sais, mais on sait que ça soit la poitrine de dinde que tu me nommes. Là, on s'entend-tu que... Nous autres, depuis une couple d'années, à Noël, on se croise plus le Bessic, puis on a un spot à Sainte-Thérèse là, qui la vend. Tu fais juste la faire cuire, là, puis... Elle est déjà prête, dans le fond? Hey, j'en ai mangé là, des dindes là, que... c'est pas tout le monde qui sont... Mais de la dinde, en général, c'est ça. Puis même, quand on a commencé à sortir au resto, on faisait un burger, puis c'était pas populaire, mais le monde, on a en tête la dinde, c'est dinde de Noël. Moi, je mange beaucoup de dinde hachée, je triple là-dessus. Okay. Moi, c'est bien rare. J'en mangeais pas beaucoup avant, je te dirais. Ben, une fois par année, à Noël. Mais non, la poitrine de dinde, ça a vraiment été une belle découverte. J'ai adoré ça. Puis là, finalement, le burger, on l'a changé en club sandwich. Puis ça fait un boom. Il est très bon. Ça se vend super bien. Ah ouais. Mais je te dirais, c'est un des morceaux de viande. Il y en a beaucoup. Là. J'ai fait des saucisses aussi que j'hésite entre la saucisse, moi, que je pensais à me nommer la saucisse ou la saucisse, c'est un autre que j'aime beaucoup. J'aime bien ça. Ça va être un côté, je vais essayer d'être plus créatif là-dedans. Tout ça, c'est une affaire que je me permets plus, mais j'ai eu quand même des bons résultats. On a fait une saucisse 100% bœuf dernièrement qu'on vend pas au resto, mais qu'on vend en boutique, qui est assez impressionnante. Là, éventuellement, on va peut-être l'avoir. Je suis posé d'en faire, mais j'ai pas le temps pour les. Je sais rien. Ouais. Excuse-moi, je l'ai entendu. À la boutique de l'entêté, ils vendent des... Oui, ils vendent mes produits. J'ai certains produits, j'ai pas tous, mais j'en ai certains. Là, j'ai de la poitrine de dinde. Il y a certains systèmes que je me permets de faire en boutique, mais que le volume est trop gros pour l'instant pour me mettre en restaurant, comme le smoke meat. Je fais du smoke meat maison. Le pastrami, on l'a sorti par contre sur un menu éphémère, un menu temporaire. Ouais. Puis ça a bien sorti, vraiment bien. Mais c'est ça, pastrami, smoke meat. On a des ailes de poulet, de la poitrine de dinde, pilon de dinde. On a des demi-poulets aussi qui ont été élevés à l'entêté, on avait eu 300 à peu près, on avait eu pas mal. Fait que là, on a fait des demi-poulets aussi fumés. Fait que tout est prêt à réchauffer, manger. C'est toutes des produits qui sont cuits. La saucisse sous vide dans le petit boutique en avant, puis tout. Là. Ouais. Le bacon aussi, je pense qu'on a. Bacon maison, ça, j'ai oublié une couple d'items. Le bacon maison, j'aimerais ça mettre éventuellement. Avant les fêtes, on avait travaillé un peu pour mettre de la brisket, des slices de brisket. Là, on est tombé dans le jeu un peu début janvier, mais j'aimerais ça, là, prochainement, la mettre en vente aussi. Ouais, c'est un gros vendeur. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de demandes aussi là-dessus. Là. Ben, brisket, hein. Quand on dit que tu t'en vas à manger comme un pit boss ou whatever, on dit que t'as le goût de. Faut avoir la brisket, man. Like, Tout le temps le fun d'avoir une tranche. Non, c'est ça. En fait, un peu de tout. Moi, c'est les plateaux. C'est ça, ces affaires-là. Justement, qu'est-ce que le plus heureux du monde, là. C'est impressionnant parce que c'est un peu jamais. C'est ça, comme le plateau. J'ai jamais mangé à l'entêté. Je suis allé boire sur la terrasse, je suis allé à la cabane à sucre. Tu viendras. Je t'avais dit, les planches. En ce moment, je fais rien penser à ça. J'ai faim, là, c'est pas. Ouais, ça sort beaucoup, les planches. Les planches, c'est. On a mis ça comme en juin l'année passée. C'est en juin l'année passée, l'autre année d'avant. Puis depuis ce temps-là, là, ça sort. Ça. Je t'en passe en tabarnak, ça. Ouais, j'ai fallu que je la production parce qu'on n'arrivait plus. Là. Puis j'ai été quand même assez chanceux. J'étais assez fier de dire que des 3 premières années, ça fait quoi? 2 ans et demi, je te dirais, on n'a jamais rien de manqué. Là. Ben là, à un moment donné, là, ça s'est mis à sortir. Là, puis il a fallu que j'augmente la production parce que là, on commençait à manquer du stock. Ça me stressait bien gros. Là. C'est plate de vendre une planche du fumoir qui te manque un item dessus. Là. Ben ouais, clairement. Là. Puis en plus, tu as le goût d'avoir toutes ces affaires-là. C'est avec le pilon de dinde et tout. C'est une petite planche de. Oh non. En fait, c'est l'épicerie, là, pratiquement. Moi, je dis à mes clients, quand je vends la planche, je dis premièrement, c'est notre signature. C'est qu'ils sont travaillent là-dessus depuis des années maintenant. C'est un peu, ouais. Ça va être rendu un signature vraiment, là, oui. Puis, comment je dis aux clients, c'est comment, ouais, mais si vous allez l'avoir pour une épicerie, comme faire une épicerie, ça, là, c'est genre, tu finiras pas ta planche avec. Il y en a qui m'ont surpris, il y en a qui ont réussi à la finir, mais. Ben, mon père sont venus manger, ils ont pris la planche pour 2, puis j'ai été impressionné de voir qu'il restait pas grand-chose. Ah, ouais, hein? Des très gros mangeurs, là, mais il restait pas grand-chose. Mais ouais, les planches pour 4, je regarde ça, le stock, là, ça passe souvent en doggy bag, là. C'est ça. Ouais. Ça combien pour le fun? La planche pour 4, 154. Oh. Ouais. Mais pour 4, mais tu sais, ouais, mais tu c'est comme ça, puis ça fait ça. Tu manges le reste du week-end. Ah, ouais. Puis la planche pour 2, 80. 4,90, quelque chose à peu près. Je peux pas te dire les prix, je suis pas au courant de ça. Ah non. Moi, je te le dis.
Moi, c'est la 4 puis des take-out, là, let's go. Ah ouais, mais vraiment, puis que c'est de la 4 parce qu'on met poitrine et pilon. Tandis que la 2, tu choisis, c'est pilon ou poitrine. Pilon de dinde, pilon de poulet ou... Non, pilon de dinde. On fait des pilons de dinde aussi que je fais en summer. À la Walt Disney, là. Ouais, ben c'est l'image que j'ai dans la tête. Quand... Ah ouais. Moi, quand on me dit un pilon de dinde, là, j'étais vraiment jeune la première fois que j'étais à la Walt Disney, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, eux autres, ils le font en summer, style jambonnisé un peu. C'est comme un gros jambon. Ouais, puis ça a l'air... c'est pas comme rouge foncé, là, quasiment. Là, à cause de la summer, sûrement, sachant de conservation, s'ils mettent du nitrite dedans, tout ça, ça se peut... Anyway, j'étais comment? C'est quoi ça? Tu sais? Moi, dans Peter Pan, moi, je trippe, moi, là, depuis... Moi, c'est la cuisse de dinde, là, c'est comme un running gag dans ma famille, tu sais, puis quand on a commencé à acheter le genre de rôti de poitrine, là, genre, ils sont comme là, tu seras pas trop triste. Non, c'est bon, tu sais, mais là, c'était... j'étais kid, là, puis j'avais mon gros pilon, mais... Quand je suis arrivé à Walt Disney, ils sont comme, OK, ils sont jambonnisés. Il y a quoi qui se passe ici? Ils sont américains. Ouais, je me demande, ils devaient pas être petits. Non, c'était des petites pièces. Moi, j'étais petit aussi, fait que tu sais, c'est des proportions. Même, ils taxaient d'eux-mêmes. Avec la grosse maillotche. Mais tu sais, c'est comme... Je sais pas, c'est bizarre, là, tu te promènes dans un parc, c'est pas le choix numéro 1 que j'aurais, tu sais, ça a l'air bon, mais... Clairement que c'est moi, oui, là, par exemple, je vais te le dire. Mais moi, c'est... T'es là, tu marches avec ton... C'est pas moi, c'est juste de me mordre dedans, là. En tout cas. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas. Mais le short rib, pourquoi on fait pas de short rib? Pourquoi tu... Moi, je pensais que tu m'aurais sorti... Parce que, by the way, c'était pas chaud à l'entêté que je parlais, là. Moi, je parlais que ta pièce de viande chérie, c'était vraiment tout, là. Tu aurais peut-être même, justement, tu me sors le lapin, là, tu sais, là. Moi, j'étais un foodie, j'aime vraiment tout. C'est dur de faire un choix. Tu sais, autant un simple burger. J'étais en Nouvelle-Orléans l'année passée, j'ai goûté à du jambalaya, des affaires. Je fais de la pizza à la maison, de la napolitaine. J'ai un foyer de masse, un four à bois, que je sors de la napolitaine en 40 secondes. J'aime de tout. Fait que j'ai pas tant de préférence, mais je suis un gars quand même assez simple. Tu me dirais, là, un bon burger, là, mais si on parle de grosses pièces de viande fumoir, tout. Short ribs, c'en est un. Je te dirais brisket, peut-être plus que le short ribs. Ah ouais, t'as des plus brisket que plus brisket que short ribs, mais j'aime bien le short ribs aussi, là, mais je suis plus brisket que short ribs. Mais c'est bien dur à dire une préférence. Non, c'est sûr que ça va être tout le temps. J'aime de tout. Puis des fois, ça change aussi. Des fois, je pogne un crave de quoi. Des fois, j'ai des passes. Je te dirais, là. Mais c'est dur. J'aime trop la bouffe pour te dire que j'aime de quoi en particulier. Tu choisis de quoi? Alors, aujourd'hui, comment je file? Autant que t'as mac and cheese, j'adore un bon mac and cheese. Ça peut être très bon. Je fais des smash burgers aussi, j'adore ça. Non, c'est bien dur à dire une pièce de viande en particulier. Là. Mais si je te dis, tantôt quand tu me dis la pièce de viande, parce que je dirais ça... J'ai découvert ça, puis j'ai trippé là. Elle, parce qu'elle était vraiment comme surprise aussi. Ouais, vraiment surprise. À quel point ça pouvait être tendre, puis juteux, puis bon. Goûteux aussi. Puis que tu ne fasses pas, pour être pas de dinde, puis là, finalement, t'es comme tabarnak. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai tout ça aussi, mais. C'est comme, on dirait que dans le fumoir, moi, c'est toujours ce que j'ai toujours faire, c'était un lechon, mais littéralement comme un porc littéralement ouvert au grand complet. Puis, bien sûr, c'est tout traité, tout ça, blablabla, mais avec la peau, là, littéralement, là, puis là, tu laisses ça smoke fucking crispy, là. J'ai fait ça une fois. On a mangé à genre minuit. Ouais. J'avais faim, man. Puis, c'était Yann Gagné. Yann? Yann? L'ancien chef du BALT. Puis on a tout rappé sa table à cuisine, puis il l'a juste droppé sa table. Puis c'est ça qu'il faut. On s'en... C'était genre... Il y a des morceaux crispy. Sa blonde était comme... Ah! Nous autres, on était... Puis c'était... la peau, là, c'était... Non, ouais, c'est ça que tu veux aussi, là. J'en ai déjà fait un. Dans mon premier smoker, on s'est bâti, moi puis un ami de mon père. Il m'a aidé à bâtir un offset. Dans le fond, mon premier offset que j'ai fait, puis il y avait pas de pieds. Puis à un moment donné, je voulais faire de cuire de quoi de gros. Fait que j'ai ramassé un porcelet de lait. Ouais. Mais il était congelé. Fait que, il fallait que je le fasse dégeler. Je l'ai mis dans le bain dans la maison. Dans l'eau froide. Je l'ai coulé d'eau froide. Les enfants arrivent de l'école. Moi, je suis dehors en train de m'amuser. Yeah! Je les ai entendus crier de l'extérieur. Là. Ils ont fait le saut. Là. Ils ont capoté mes raids. Oh my God, le porcelet.
Ça, c'était vraiment... Tout cute, genre, puis whatever. Il était-tu bien ouvert? Il était-tu déjà en il était comme préparé, non, mais ça avait vraiment l'air juste d'un porcelet. Il était ouvert, mais il était comme congelé. Fait qu'il était comme sur 4 pattes. Là, ouais, pas de dodo. Ah non, ils ont fait un asti de saut, puis ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ils ont capoté bien raide. C'est le premier que j'ai fait. J'ai fait dans le fond, mais j'ai eu de la misère un peu, parce que vu que c'est quand même basse température, là, j'avais pas fait. Il y a d'autres préparations. Je sais que tu peux jouer avec ça. Là, tu peux le piquer, le saler, le rincer au vinaigre pour aider la peau. Puis au début, j'avais eu de la misère à rendre la peau croustillante, mais le côté look, c'était écœurant. D'avoir le cochon ouvert. Le cochon la viande était écœurante. Là. On avait vraiment envie de manger. C'était du porcelet de lait du coin, justement, là, de la ferme Gaspard. Là. Puis c'était très bon. Mais c'était petit. Il n'y avait pas tant de viande que ça là-dessus. Non, c'est ça. Il n'y a pas tant de viande que ça, mais c'est crissement, genre, c'est gras surtout aussi, là, on s'entend. Là. C'est très, très gras. Tu écoutes du porcelet? Non. Porcelet, surtout de lait en plus, là, c'est pas nos regrets. C'est vrai. Littéralement, là, c'est tout mou, là. C'est genre, en tout cas, là, tout le monde fait comme, oh, vous parlez de l'enfant. Je fais comme, oui, c'est crissement bon, man. Puis un des plus vieux facts, à part toujours des facts, c'est de l'autre avec moi. Le plus vieux restaurant qui existe encore au monde, encore en date d'aujourd'hui, en Espagne, c'est ça leur plat principal, c'est du porcelet de lait qui met dans le plus vieux four, ou le plus vieux restaurant, plus vieux four, qui date depuis les années 1800. Okay. C'est un four à bois, whatever, mais littéralement en Espagne, puis c'est ça leur spécialité, c'est le porcelet de même au gros feu de bois, de même. T'entends ça, le crispy skin, puis il coupe ça avec une assiette. Il chope après avec un couteau. Ouais, mais c'est comme une grosse planche, c'est comme un gros... une grosse planche en fonte, là, wherever, puis il baigne dans son jus, puis tout ça. Mais tout le skin, puis la tête, tout ça est dessus, puis quand il le coupe, c'est avec une assiette en céramique, une assiette en céramique. Oui. L'assiette, je cloc, puis t'entends ça crispy, ça me dit quoi, ça? Ouais, j'ai déjà vu ça. Je te dis, je m'en vais en Espagne, puis je reviens. Moi aussi, je commence à avoir faim. Petit crispy skin, petit cochon. Ah, mais c'est pas en Espagne aussi, tu parlais d'un spot pour genre la viande? Le bœuf. Ah, mais c'est la Rubia Galega. Ça dit quelque chose, ça? Non, mais je sais qu'ils ont une belle qualité de viande. C'est parce qu'en fait, c'est dans les grades, dans les types de bœuf, whatever, qui sont les meilleurs au monde. Tout le monde dit Wagyu, whatever, mais c'est à cause du marbrage qui est très, très, très trop intense, même que en tant que tel, la vache, même elle est malade, on s'entend. Là. Mais celle qui a battu le Wagyu en tant que tel, c'est la Rubia Galega, qu'on retrouve en Espagne, whatever. Mais eux autres, c'est une type de vache, mais dans le fond, c'est grass-fed, mais que la plupart des éleveurs, et surtout l'éleveur principal, ils les oublient. Littéralement, genre, il y a des acres et des acres et des acres, là, puis il dit, des fois, j'ai des vaches que je fais même. Lui, ça va être une femelle, ça va être une vache, ou sinon des bœufs, peu importe, sans crisse. Okay. Je pense qu'il snip même pas, même. Tu sais, genre, il est part, puis il les garde jusqu'à 15 ans. Ça, mettons, ouais. Ces vaches, comme mettons, il dit, les plus jeunes, là, mettons, que va la battre, là, ça va être 8 ans, 9 ans. Mais tu sais, ils sont grosses, mais tu vas voir la couleur de ça, puis genre, la côte de bœuf, elle est lâche comme ça, là, pis c'est rouge. Le marbrage ressemble à du Wagyu, mais tu vois que c'est un marbrage créé par le vieillissement. Tu vois que c'est vraiment intramusculaire, mais bien fait. Pas mal, pas comme un Wagyu, justement. Mais avec le gros gras jaune, là, c'est malade mental. Je t'avais montré des photos. C'est hot, ça. Ben ouais. C'est juste que c'est pas trouvable, pis c'est calissement cher, mais si tu trouves un steak parce que si tu trouves la Rubia Galega, pour vrai, j'aimerais vraiment ça que tu me le dises, s'il te plaît. Ben, je vais aller me ruiner pour juste aller voir un pareillement pour toi. Si tu trouves de quoi, dis-moi aller, je vais goûter à ça. Parce que c'est tellement gros, les vaches pour vrai, sont tellement hautes que le gars, il mesurait 6 pieds, je pense, tu vois dans la vidéo, dans le documentaire, 6 pieds, puis le cul de sa vache, il dépasse sa tête. C'est la sorte de vache aussi. C'est la Rubia, ouais, c'est vraiment très grosse, mais c'est costaud, c'est fucking grand, mais tu sais, il laisse. Dis-moi, je n'ai pas besoin de les tuer, là. J'ai dit, dis-moi, je sais quand la viande est bonne, quand elle vient me voir. Quand la vache, je se retrouve. Parce qu'il dit des fois, là, je vais voir un troupeau ou un bœuf, je vais à 4 roues, puis il dit comment, Chris, c'est vrai, vous êtes là, vous autres. Ça fait 2 mois, je ne les ai pas vus, tu sais. Puis il arrive dans la lampe, puis il y en a un qui était noir, parce que il l'a reconnu parce qu'il était avec ses cornes. Puis d'accord, tu vois, comme lui, là, ça sera pas bon, ça. Il dit, juste parce qu'il se crisse de moi, puis il veut pas venir me voir, là. Il dit, c'est un petit crisse, ça. Ça sera pas bon. Là, j'étais comme, ouais, mais c'est juste parce que l'autre est tendre, whatever. Là, tu vois, la grosse femelle. Il dit, ouais, celle-là, il a un nom espagnol, bien sûr. Il dit, celle-là, ça fait 15 ans que je l'ai. Puis il dit, d'après moi, je pense à la dernière année. J'étais comme, pendant 15 ans, man. Gros, tu la chéris, là, ta vache, là. Ça fait ton enfant, Chris, là. Puis toi, ah ouais, mais elle va donner quelque chose de très, très, très beau. Ah, c'est vraiment. Fait que, ouais. Mais bon. C'est ça, fait que on sait qu'il est pas. Il est long, là, mais c'est ça, mais c'est bien fait. C'est plus naturel. C'est naturel, c'est pas engraissé. C'est pas engraissé. Il n'y a pas un terme d'abattage. C'est comme. J'ai une vache, il y a de l'herbe, vas-y. C'est comme un bon scotch, un bon vieux vin. C'est qui. Yep. Mais tu sais, le Wagyu, c'est bon, là, mais
Et ça manque de... Moi, ça manque de viande, tu sais. J'aime ça au goût. Tu goûtais à du A5, toi? Tu parles du gros japonais A5, genre, le blanc, genre, littéralement? Ouais. Ouais, mais tu vois, c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'on a, mettons, tu sais, on aurait dit, quand il parle, mettons, lui, c'est Wagyu, whatever, c'est américain, un petit peu plus. C'est américain, aussi. Puis c'est beaucoup moins marbré que ça. Ah ouais? C'est pas comme du japonais, là. Non, c'est moins japonais. Non, c'est une très bonne viande, puis elle a un goût particulier aussi, là. Puis c'est pas pour rien que je vais chercher celle-là, parce que les autres gars de compétition, ils ont ça. Fait que si tu veux te battre, tu vas avoir la meilleure qualité de viande possible. Mais j'ai essayé aussi de l'australien, qui était surprenamment, c'est très bon aussi, là, de la brisket australienne. C'était très, très, très bon. Moi, je veux dire de Nouvelle-Zélande aussi, mais c'est une Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que j'aime, c'est leurs règles. Les autres, ils n'ont pas le droit de... Tu sais, c'est pas là-bas, il n'y a aucun insecticide. Il n'y a rien de ça, ils n'ont pas le droit. Tout est grass-fed pratiquement là-bas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme l'agneau aussi, là, de là-bas. C'est leur. Ça fait de la belle qualité de viande. Effectivement. C'est pas méchant. Pas méchant. Ah, ben, that's it, hein. C'était un super bel épisode. J'aimais ça qu'on diverge la même. Moi aussi, vraiment. C'est pour ça qu'on a des épisodes de bouffe, man. J'ai comme déjeuné tard, puis j'ai comme pas dîné. Fait que là, je suis comme... J'ai pas mangé bien aujourd'hui. Je me suis fait une toast un matin. Je pensais à la pratique de hockey à mon gars. Il était un peu pressé par le temps. On va se faire un petit porcelaine là en arrivant. Il va le prendre vivant passant. On va laisser là, pas vrai. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Franchement, merci à toi. Je suis bien content. Première expérience de podcast. Je l'ai écouté souvent, mais de participer, c'est ma première. Par contre, t'as pas traumatisé, c'est le principal. Non. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye. Bye.